On va commencer tranquillement. Allez, je passe sur la visio. Ok. Tu m'entends? Oui, C'est j'ai bien bon? le micro. Bah, Oui. je vous propose de commencer. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce caféine d'un genre nouveau. Donc, les caféines, ce sont nos rencontres avec des chercheurs qui ont lieu tous les mois à Sophia Antipolis. Et donc, à la suite de nos collègues de Lille et de Bordeaux, nous avons décidé de passer en live, de tenter l'aventure du live pour nous ouvrir un petit peu aux autres centres et même aux extérieurs, puisque là, aujourd'hui, nous avons des étudiants de Michel. Alors, pour vos questions, vous avez vu, vous les posez sur Mattermost, je les transmettrai à la fin. Et ce que je voulais aussi, donc pour les moyens techniques, donc, je voulais remercier Dorian qui s'occupe de la diffusion technique par le biais d'OBS. Donc voilà. Et pour ce premier Café in Live, nous voulions choisir un sujet un petit peu ludique. Donc nous avons choisi la musique et nous avons demandé à Michel, donc Michel Buffa qui est chercheur dans l'équipe Wimix, qui est équipe commune INRIA et I3S, et qui va nous parler de musique assistée par ordinateur. Alors Michel a quand même réussi le défi d'allier sa passion pour la musique et ses travaux. Et voilà, ben je lui laisse la parole et je le remercie. Bonjour tout le monde. Donc je vais démarrer le partage. Alors c'est la première fois qu'on fait une présentation où il va y avoir de la diffusion de musique live et dans des vidéos, etc. Donc on espère que tout va bien fonctionner. Donc je démarre, on est parti pour 45 minutes de présentation. Comment je fais pour démarrer la présentation? Il faut que je clique ici, voilà. Martine, tu me dis si ça marche bien. Est-ce que là vous voyez mon écran? Oui. D'accord, ben c'est parfait. Donc en fait, je vais vous parler un petit peu de mes travaux, mais en insistant sur des aspects technologiques mais particuliers, parce qu'en fait, je vais parler de standards du W3C qui sont aujourd'hui disponibles dans vos navigateurs et qui ont permis d'apporter la musique assistée par ordinateur dans le navigateur. Et alors, je participe à la normalisation. Je suis le représentant de UCA, l'Université Côte d'Azur, au sein du W3C en tant que AC Rep, Advisory Committee Représentative. Et j'ai participé à ce titre à la création du standard HTML5 et là, depuis quelques années, du standard Web Audio. Et en fait, des chercheurs travaillent sur des standards, on a le coutume de dire que c'est de l'innovation au carré, parce que ça a un impact encore plus gros. Donc là, tout ce que vous allez voir qui est disponible dans votre navigateur, je ne l'ai pas fait seul, bien entendu, mais ça fait 6 ans que je participe chaque année à des conférences, à des réunions. Là, en ce moment, tous les soirs à 16 heures, on se réunit avec des gens de Google, des gens de Mozilla, des gens de Ableton, ce sont des sociétés privées, des gens du laboratoire Graham, de l'IRCAM, pour faire en sorte que ce que vous allez voir fonctionne. Voilà, alors sur la photo qui est en dessous, je figure aussi avec Jérôme Lebrun parce que c'est un chercheur du CNRS avec qui j'ai travaillé sur certains aspects, notamment sur les simulations d'amplificateurs de guitare à lampe en temps réel qui fonctionnent dans les navigateurs et qui sont aujourd'hui commercialisés par le CNRS. Voilà, donc je suis aussi professeur, enfin maître de conférence à l'université Côte d'Azur. Alors, les travaux que vous allez voir entrent dans le cadre du projet ANR Wasabi, qui vise en fait, vous allez le voir, à construire une base de connaissances sur 2 millions de chansons. Je vais donner quelques détails. C'est un projet qui se termine à la fin du mois de juin et qui, avec comme partenaire l'IRCAM. L'IRCAM, c'est un peu le MIT de l'audio dans le monde, hein, c'est un laboratoire de recherche à Paris. I3S, alors Wimix est représenté en tant qu'I3S dans ce projet. Deezer qui a fourni les 2 millions de chansons audio qui ont servi de base à l'analyse audio, Radio France et l'université. Donc le projet Wasabi, l'objectif initial était de construire une base de données de 2 millions de chansons avec des métadonnées culturelles qu'on est allé récupérer sur différentes data sources sur le web, on en a plus d'une vingtaine. Audio aussi, donc Deezer nous a donné en fait des chansons sur lesquelles on a
pratiquer des analyses audio. Alors c'est surtout l'IRCAM qui a fait ça. Et également chez Wimix, on a fait l'analyse des paroles en temps réel avec des techniques de deep learning pour déterminer automatiquement la structure, de quoi les chansons parlent, de qui elles parlent, de quel lieu elles parlent, détecter les émotions, détecter s'il y a du langage offensant à l'intérieur. Et donc ça, mélanger ces trois aspects, parole, audio et culturel, c'était l'originalité du projet. Et en proposant un dataset et des outils pour l'exploiter sur 2 millions de chansons commerciales de musique populaire, les Beatles, les Rolling Stones, Michael Jackson, etc., eh bien, ça forme le plus gros dataset public disponible aujourd'hui. Le précédent n'avait que 1 million de chansons et n'intégrait pas les aspects paroles et beaucoup moins d'aspects culturels. Donc, un des enjeux scientifiques, c'était de mélanger, en fait, ce qu'on appelle la sémantique, l'analyse audio, le MIR, Music Information Retrieval, et les algos d'IA, du machine learning, pour essayer de faire marcher tout ça ensemble. Et donc, notamment dans le projet, sur l'analyse des paroles, eh bien, on l'a fait conjointement sur certains aspects avec l'analyse audio. Détecter les émotions, on peut l'avoir dans l'audio, on peut l'avoir dans le texte. Eh bien, en mélangeant les deux, on réduit les incertitudes, on a de meilleurs résultats. Voilà. Notre enjeu, c'était de séparer les instruments à partir de pistes stéréo. Donc ça, c'est plutôt des chercheurs de chez Deezer qui s'en sont occupés. Mais il y a également des résultats intéressants de l'INRIA qu'on a intégrés, d'Antoine Luctus, avec l'outil Open Unmix. Et enfin, c'était rendre toutes ces informations-là, toutes les données disponibles à travers des web services, mais aussi à travers des applications clientes. Et là, on a rajouté dès le début du projet la dimension musique assistée par ordinateur dans le browser. Parce qu'on a comme cible les compositeurs de musique, les musicologues, les écoles de musique. Et ces gens-là, ils veulent pas du texte, ils veulent entendre des sons. Après tout, on travaille sur la musique. Et donc, et enfin, on a rendu le dataset disponible. Donc voilà, là sur la gauche, vous avez la liste des sources de données. Je vous montre un rapide exemple de l'interface graphique actuelle. On est en train de toute la refaire. Donc on peut chercher des chansons. Donc là, j'avais cherché une chanson parce que on a une démo dessus. Voilà. Vous voyez que là, au fur et à mesure que je tape, en fait, j'accède à des web services. J'atterris sur la page de la chanson et j'ai toutes les sources de données qui apparaissent ici. J'ai un résumé qui vient de Wikipédia, j'ai des métadonnées sur comment la chanson est enregistrée, et on a aussi des informations sur les paroles. Donc on a détection de structure automatique et résumé automatique des chansons. En fait, on a encore plus de données, mais on les a pas encore exposées dans l'interface graphique. On a les émotions, on a des informations sur les lieux, les personnes, etc. Et tout est navigable, donc on peut aller voir Survivor pour obtenir toutes les informations sur le groupe, toute la discographie, voilà. Et pour certaines chansons, on a précalculé carrément des versions multipistes. Alors celle-là, c'est pas une version qui a été extraite à partir de la stéréo, c'était une chanson, un truc qui nous servait de base, mais on a des lecteurs multipistes dans les navigateurs. Bon, voilà, donc ça c'est juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on fait. Alors, au-delà de ça, on a développé des applications vraiment de MAO beaucoup plus évoluées. Donc ici sur la droite, c'est un professeur de guitare de l'école de musique de Biot qui teste dans mon bureau des logiciels développés, donc simulation d'amplificateur de guitare, lecteur multipiste. Pardon, je vous montre ce que ça donne. Pardon. Je voudrais passer en plein écran. Voilà, il faut d'abord que je clique dessus. Donc là, tout le traitement de la guitare est fait en temps réel dans le navigateur web. Et ça joue en temps réel. Voilà, donc vous pouvez voir que sur cette vidéo, il n'y a pas de latence notable, il y a un confort de jeu qui est très fort. Et en fait, c'est utilisé dans les écoles de musique. Et on est en train aujourd'hui de relier, enfin on n'a pas en train, on a relié ça aux chansons de la base de données. Donc par exemple, quelqu'un peut chercher à l'aide de l'outil interactif une chanson, peut dire je veux séparer les pistes.
Là, on utilise l'outil splitter de Deezer dans cet exemple à gauche. À partir des pistes séparées, on va récupérer la piste de guitare. Avec des algos de deep learning, on va classifier le son de la guitare temporellement dans la chanson. Ce sont les courbes du haut. Chaque couleur correspond à un type de son de guitare. Son clair, son distordu, etc. Et en dessous, on a développé des applications web audio avec des presets qui correspondent à différents types de sons. Et donc, un élève d'une école de musique peut recevoir le lien préparé par le professeur, cliquer sur la chanson, enlever la guitare et mettre la sienne à la place, ou au contraire, isoler la guitare. Et s'il branche sa guitare avec une petite carte son comme ça vaut 3,80 € sur Amazon, ça marche. Ça vaut 50 €, c'est de meilleure qualité. Et on peut avoir des cartes son, ça c'est gros comme une clé USB. Bon, tout type de carte son, dans tous les prix, permettent à des élèves de se connecter, de brancher leur guitare sur l'ordinateur, d'ouvrir la page web et d'avoir tout ce qu'il faut pour travailler. Alors vous allez voir qu'on va plus loin. Alors maintenant, je vais juste ne pas parler de tout le projet, mais me concentrer sur les applications web audio, parce que c'est le côté un peu fun, et il se trouve que dans le projet, sur cette partie-là, on a eu des résultats qui dépassaient vraiment les espérances, puisque le standard était en train de se faire pendant le projet, et ça a donné lieu à un transfert industriel. Voilà. Alors, si vous voulez tout savoir sur web audio, j'ai donné plusieurs fois les tutoriaux. Il y a un tutoriel très complet que j'ai donné à The Web Conference 2018 à Lyon. Et si vous cliquez sur l'image à partir de la présentation, vous pourrez suivre tout le tutoriel, mais il dure 3 heures. Voilà, alors un petit historique. Donc l'idée de faire de la musique assistée par ordinateur, ou en tout cas des traitements sonores évolués, c'est né en 2010-2011 avec une initiative de Mozilla qui s'appelait l'Audio Data API, qui permettait à l'aide de JavaScript de faire des traitements audio temps réel dans le navigateur. En 2010, c'est devenu une proposition officielle auprès du W3C pour une API qui s'appelle Web Audio. Et on a eu les premières spécifications fin 2011 et les premières implémentations en 2012. Donc là, je parle d'implémentation vraiment draft alpha, hein. C'était pas disponible dans les navigateurs de tout le monde. Et depuis, ça a évolué. Il y a eu le support pour le son temps réel, c'est-à-dire le traitement temps réel du son qui rentre par le micro ou par une entrée de carte son. On a eu le support et l'interfaçage avec d'autres API du navigateur qui permettent par exemple maintenant de traiter le son d'un micro, le son de la webcam, le son d'une vidéo, ou au contraire d'envoyer du son, par exemple via WebRTC en peer-to-peer sur d'autres machines distantes, ou d'enregistrer tout simplement sur le disque dur. En 2012, il y a également une API qui s'appelle WebMIDI, qui permet en fait d'utiliser des devices comme ça. Donc on peut brancher des claviers, on peut brancher des surfaces de contrôle avec des boutons dessus, et on va pouvoir piloter à travers le protocole MIDI qui est très standard, des applications qui tournent dans le navigateur. Et enfin en 2018, la dernière pierre qui a été ajoutée au standard, c'est un truc qui s'appelle les audio worklets, qui vont permettre d'ouvrir la MAO au monde professionnel, qui existe depuis une trentaine d'années, qui est plutôt habitué à travailler avec du C++, des langages natifs ou des langages spécialisés, parce que ça permet de faire tourner du code de très bas niveau dans le navigateur avec presque les performances du C ou du C++ compilé. En fait, tout est compilé dans un langage qui s'appelle WebAssembly, qui est aussi un standard récent du W3C. J'en reparlerai plus tard. Donc j'avance. Alors les concepts de web audio, c'est qu'en fait l'API va fournir des nœuds et on va relier ces nœuds. Et certains nœuds peuvent être des sources et certains nœuds vont juste être du traitement. Donc ici je vous montre un exemple visuel mais qui se traduit par du code. En fait c'est un outil qui génère du code derrière. Voilà, attendez, je vais zoomer un petit peu en arrière. Donc là on a 3 nœuds dans le graphe. On a un oscillateur, c'est un générateur d'ondes. Ici c'est une onde sinusoïdale. On a un nœud gain qui permet de régler le volume. Et destination, par défaut, ce sont les haut-parleurs. Donc si je fais play, vous devez entendre une espèce de tonalité. Si je m'amuse à changer en temps réel la fréquence de mon oscillateur, par exemple si je vais de 50 Hz à 3000, voilà, hop là, voilà, 3000 Hz. Voilà. Donc là, vous avez vu juste le principe d'un graphe. On appelle ça le web audio graph. C'est qu'en fait, on va avoir le son qui va parcourir de gauche à droite
un graphe et suivre différents traitements. Alors ça se traduit par un langage de programmation, par des créations de nœuds, create oscillator, et par des connexions entre les nœuds. Oscillateur 1 connecte au volume, au gain 1 qui se connecte à la destination au haut-parleur. Donc ça c'est le principe, et c'est tellement simple que ça permet vraiment à des gens qui ne sont pas spécialistes en traitement de signal de faire des choses amusantes. Alors Web Audio fournit ce qu'on appelle des nœuds de haut niveau. Les exemples que je vous ai montrés, ce sont des nœuds de haut niveau qui vont permettre de régler les gains, des volumes, de faire du filtrage, donc booster les aigus, les graves, etc. Carrément de transformer le signal à travers des fonctions de transfert. Là, le nœud s'appelle un wave shaper, ou bien de charger des fichiers d'impulsion qui vont permettre de recréer des effets de réverbération, de faire comme si on parlait à travers un téléphone. En fait, les fichiers d'impulsion, ce sont des empreintes digitales de lieux publics, par exemple d'une église. Et donc, si on charge l'empreinte digitale qu'on a pu fabriquer dans un nœud de type convolver, si le son passe à travers, on aura l'impression qu'on l'entend dans une église. Il y a des nœuds qui s'appellent des compresseurs. Là, c'est pour éviter que la voix, si on crie trop fort dans un micro, par exemple, ne se mette à saturer. On va couper le signal trop fort. Il y a des nœuds qui permettent de gérer la stéréo, le 5 points, etc. Et de gérer le panning, c'est-à-dire la balance gauche-droite, mais également en 3 dimensions. Donc ça, c'est intéressant quand on fait de la réalité virtuelle. Il y a des nœuds qui permettent de retarder le son. Ça s'appelle des delays. Et donc, en jouant avec les delays, on va pouvoir faire des effets d'écho. Bonjour, 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 des effets comme ça. Et enfin, il y a le nœud dont j'ai parlé tout à l'heure qui permet des traitements custom de très bas niveau, la fameuse audio worklet. Alors, je vais avancer assez rapidement. Je ne peux pas tout vous montrer parce qu'on n'a pas le temps. Et voilà, un exemple de nœud source, ce sont les oscillateurs. Je vous ai fait écouter tout à l'heure une simple onde sinusoïdale. Et bien, en fait, on peut, en utilisant un oscillateur, non pas uniquement générer un son, mais on va pouvoir utiliser les formes d'ondes pour moduler des paramètres d'autres nœuds. Par exemple, si j'ai un oscillateur qui génère une sinusoïde à 440 Hz, ça me fait la sonnerie, la tonalité du téléphone, ça me fait un La. Si j'utilise un autre oscillateur qui lui va donc faire une variation et que je mets cette variation, par exemple, je la restreins dans un intervalle entre 0 et 100, et bien ça va faire, et je peux la connecter sur la fréquence du premier oscillateur qui, au lieu de jouer du 440 Hz, va jouer de 340 à 540. Ça fait de la modulation de fréquence. Je vous montre un exemple. Voilà. Donc là, j'ai un exemple. Le code est vraiment tout petit si vous regardez Michel, le code. Oui. J'ai pas entendu là. Et tout à l'heure non plus les sinusoïdes. Je sais pas si les autres ont entendu. Est-ce que là, vous entendez là? Là, oui. D'accord. Alors, ok. Alors en fait, là, j'ai un oscillateur qui oscille à une certaine fréquence, et quand je déplace la souris, je vais avoir un autre oscillateur qui change la fréquence. Donc, vous voyez mon écran là ou pas? Est-ce qu'on est revenu sur les slides? Les slides, on a perdu les slides là. Ouais. Alors ok, faut peut-être que je fasse quelque chose. Faut que je refasse la présentation. Excusez-moi, je ne maîtrise pas encore bien le switch d'un onglet à l'autre. Voilà. Là, vous les voyez normalement. Hein? Oui. D'accord. Donc ce que je vous ai montré, c'est qu'en fait, en jouant avec des oscillateurs, par exemple, eh bien, on peut créer de la modulation de fréquence. Et comme il y a différentes formes d'ondes qu'on peut utiliser, eh bien, ça peut aller jusqu'à la création de synthétiseurs. Donc là, vous avez un synthétiseur. Si je change les formes d'ondes, voilà ici, voilà, on a, voilà, je ne sais plus comment il faut l'allumer, mais voilà. Donc en gros, les oscillateurs sont la base en fait de la synthèse sonore. On a d'autres nœuds qui servent à jouer des fichiers qu'on a chargés. Alors là, tout à l'heure, vous avez vu le lecteur multipiste. Vous l'aviez entendu, le lecteur multipiste? Je suis pas sûre, non, c'était les... D'accord, alors, je vais essayer... Ce qu'on n'a pas entendu, c'est les formes d'ondes. Que tu as... Ah, le synthétiseur en verre, vous ne l'avez pas entendu?
Attendez, là est-ce que vous voyez mon écran? Non. Ah, en fait, quand je change d'onglet, je perds la présentation. D'accord, ok, je recommence. Donc là, vous devez... Ok, je reviens sur les formes d'ondes, là, c'est ça? C'est les fréquences, hein. Tu sais, tu avais fait passer. D'accord. Alors, je vais essayer encore une fois. On va voir si ça fonctionne. Donc là, si je partage cet onglet, voilà. Oui, Voilà. Donc là, ça a fonctionné. ça c'était bon, c'était juste avant là. D'accord. D'accord. Mais... Ok, excusez-moi, je découvre à moitié en même temps. Là, vous voyez mes transparents? Non, vous voyez plus mes transparents. Hein. D'accord, j'ai compris. Il faut pas que je ferme les onglets. D'accord. Donc, je vais essayer de poursuivre. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Hein. Voilà. Donc, il y a d'autres nœuds dans Web Audio qui vont permettre en fait de charger des sons pour les rejouer. Donc je vous avais montré peut-être le lecteur multipiste déjà tout à l'heure. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà. On peut par exemple charger différentes pistes d'une chanson. C'est le cas ici. Les fichiers sont chargés, sont séparés, et on peut les jouer. Voilà, donc dans cet exemple, en fait, on a juste chargé plusieurs fichiers audio dans différentes pistes, on les a décodés en mémoire et on les a joués en simultané. Et donc là, on a une grande précision. Là, je vous montre un autre exemple où ici, cette fois-ci, on a chargé une chanson. C'est un fichier MIDI qui contient des notes et chaque couleur que vous voyez correspond à un instrument. Donc on va essayer de charger de lire le truc. Voilà, donc là ça permet de faire ce genre de choses avec des nœuds qui permettent de charger en fait des sons à l'avance. Il y a également comme source le micro, donc je vous montre un exemple avec le micro, voilà. Donc si ici, attendez, voilà, je partage, voilà. Donc là, quand je parle, on voit la visualisation du son qui vient d'en rentrer. Donc ça, c'est ce qui permet, entre autres, d'avoir des simulations d'amplificateurs de guitare ou des effets audio temps réel. Quoi. Donc je vais passer un petit peu de temps. On peut aussi définir une destination qui n'est pas le haut-parleur, mais qui va être, je vous montre vite fait, qui va être, voilà. Hello, bonjour le caféine. Ah, ça, stop. Hello, bonjour le caféine. Bonjour. Bonjour. Bon, voilà. Bonjour. Bonjour. Alors c'est normal qu'il y ait des voix bizarres parce que j'ai changé le pitch pendant que je lisais, mais là c'est un exemple d'enregistrement. Voilà des exemples de filtres. Donc je m'étais amusé à réécrire un égaliseur graphique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça se fait en quelques lignes de code, enfin une centaine de lignes de code. Hein. Voilà. Alors, ça c'est juste pour vous montrer. On peut aussi utiliser des nœuds qui sont des wave shapers qui vont transformer le son. Et donc, ça permet notamment d'obtenir des effets de distorsion. Alors, je vous montre là encore une fois un petit exemple. Donc ici, voilà. Et là, évidemment, tout le secret va être d'avoir les bonnes formes d'ondes et d'arriver à filtrer les fréquences qui sont générées quand on transforme le signal pour avoir une distorsion agréable à l'oreille. Et ce qui est intéressant avec Web Audio, c'est que ces fonctions de transfert peuvent être manipulées en temps réel sans coupure.
Bon, voilà. Alors ça nous a permis, à Jérôme Lebrun et à moi, d'avoir une simulation de très bonne qualité de lampes, telles qu'on trouve dans les amplificateurs, qui sont des systèmes non linéaires très complexes, uniquement en faisant ce qu'on appelle de l'approximation perceptuelle, et en simulant en fait l'évolution de la fonction de transfert au fur et à mesure que la lampe chauffe ou quand elle se décharge, au contraire. Voilà. Alors, je termine avec les nœuds de type delay. Donc, quand le son rentre, si on le retarde, il sort un peu plus tard. Mais si on le remet, si on fait des boucles dans le graphe, eh bien, on peut avoir des effets d'écho, ce qu'on appelle des effets de delay. Et si on diminue au passage le volume, par exemple, avec un gain d'une valeur inférieure à 1, on va obtenir des effets de ce type-là. Alors, c'est peut-être pas le bon écho ici, voilà. Donc là, ça c'est un autre logiciel sur lequel je reviendrai. Je vous montre un exemple d'effet de delay qu'on a codé. Alors à gauche, on a la source audio et à droite, on a les haut-parleurs. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Je vais jouer un échantillon de musique. Pardon. Je vais jouer un échantillon de musique. On va prendre un truc, voilà. Michel, on voit pas tes slides là. Ah, pardon. Et pourquoi je peux pas partager? D'accord. Je repartage. Ok. Voilà, donc là j'ai joué un petit morceau, un petit exemple de solo de muse et qu'on a passé à travers un effet de type delay. On peut régler le temps de répétition, etc. Donc pour faire un effet de ce type-là, je vous le remets sans et avec. Sans l'effet, avec l'effet. Voilà. Donc voilà, donc là on utilise des nœuds de type delay pour faire ça. Alors, vous avez déjà vu aussi des visualisations de son. Il y a des nœuds qui vont calculer automatiquement dans le navigateur pour vous des transformés de Fourier inverse et permettre de visualiser des fréquences. On peut aussi visualiser des formes d'ondes et on peut visualiser ce qu'on appelle des vues-metteurs, c'est-à-dire des volumes assez facilement. Alors, toutes ces choses-là, ça permet de faire des lecteurs audio qui dansent en musique, ça permet de faire des choses assez rigolotes. Et quand on mélange en fait tous les nœuds de haut niveau que vous avez vus, il y a des gens qui ont développé des applications quand même assez impressionnantes. Je vous en montre une parmi tant d'autres. Donc, ici, vous avez la recréation du Mini Moog, qui est un synthétiseur assez légendaire. Ah, j'ai pas de son. J'ai pas de son. Ok, il n'y a pas de son cette fois-ci. Je vais essayer autre chose. Celui-là, par exemple. Voilà. Donc là, je peux jouer avec mon clavier. D'accord? Et en fait, en pure synthèse sonore, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun échantillon qui a été lu, il n'y a aucun fichier qui a été lu, on peut simuler la plupart des sons, disons, qu'on retrouvait autrefois dans les cartes son. Donc la qualité, elle n'est pas exceptionnelle parce que ce sont des simulations. Voilà, ce sont des approximations, mais c'est quand même pas mal, surtout que le programme complet fait 16 kilooctets, quoi. Voilà, et se tourne dans votre navigateur. Alors, où est-ce que je voulais en venir sur cette partie? Donc je vous ai fait un survol mais très rapide. C'est que à l'aide de ces nœuds de haut niveau en JavaScript qu'on crée en 2-3 lignes et qu'on connecte en une seule ligne de code, eh bien on peut faire des tas de choses assez amusantes. Mais le problème, c'est quand on compare ça avec l'état de l'art des logiciels commerciaux, par exemple, dans le monde de la musique assistée par ordinateur native, qui est né en 97, les premières applications datent de l'Atari ST, eh bien, c'est un peu des exemples joués que je vous ai montrés. Voilà, c'est un peu comme si on comparait Microsoft Office avec Google Doc en termes purs de fonctionnalité, on est encore assez loin. Alors on trouve des librairies JavaScript, on trouve des choses assez intéressantes, mais les vrais codeurs professionnels, les vrais développeurs, les vraies entreprises qui font du code DSP, disent non, nous c'est pas ça qu'on veut, nous on veut une entrée,
une sortie et on veut faire notre traitement de bas niveau au milieu avec nos propres algorithmes. On ne veut pas vos filtres, on veut nos filtres. Et voilà. Alors, en fait, le groupe Café Web Audio ne l'a pas fait explicitement pour la musique assistée par ordinateur. Ça a été fait pour améliorer les applications multimédia, pour enlever l'écho quand on fait de la visioconférence, pour les jeux vidéo qui ont besoin de charger des sons à l'avance pour les jouer sans attendre qu'il y ait un buffer qui soit rempli si c'est en streaming, etc. Donc ça a été conçu pour être intégré avec d'autres API de votre navigateur comme la webcam, comme ce qui gère le micro, ça s'appelle Media Capture, etc. Donc c'était pas fait spécifiquement pour la musique. Mais c'est pas suffisant. Donc il y a eu un ajout qui a été fait en 2018 pour permettre d'avoir des nœuds dans lesquels on va mettre du code custom et du code à haute performance. Alors pourquoi ? Parce que les développeurs du monde de la musique ont chacun leurs propres algorithmes, et certains algorithmes en fait nécessitent des traitements à l'échantillon près. Quand on fait de la musique, en fait, le son de mon micro, il est échantillonné par défaut à 48 kHz ou à 44,1 kHz. On a 44 100 échantillons par seconde et on va les traiter. Et bien, les nœuds de haut niveau que je vous ai montrés traitent des blocs de 128 échantillons. C'est-à-dire, on va prendre un petit bout de 3 millisecondes, on va le traiter. On va prendre un autre petit bout. Et bien, pour certains traitements qu'on a en musique, notamment dans certaines parties des simulations d'amplificateurs de guitare, si on regarde le circuit électronique, il y a des boucles. Le son, par moment, en fait, fait des boucles. Et si on ne le fait pas à l'échantillon près, eh bien, dans certaines applications, ça pose des problèmes. On n'a pas un comportement classique. Donc, ça, c'était une limitation vraiment forte de l'API. Et bien, grâce aux nœuds de bas niveau, on va pouvoir passer au-delà. Donc voilà, donc sample level description is mandatory dans certains cas. Également, il y a des gens qui ont déjà développé du code en C++ ou du code avec des langages spécialisés et ils voudraient pouvoir ne pas avoir à réécrire leur code. Donc là, la solution, ça va être de compiler le code existant pour le faire tourner dans le navigateur. Et enfin, il y a des gens qui développent carrément des outils de création directement dans le navigateur, où des gens créent des instruments de musique en les programmant dans leur navigateur, parfois avec des langages de haut niveau. Alors, voilà. Donc la solution, c'est WebAssembly. Et WebAssembly apporte la réponse à tout ce que je viens de dire. Simplement, c'est un peu compliqué. WebAssembly, il faut des chaînes d'outils complexes. Donc, je vais maintenant vous parler d'une autre initiative qu'on a démarrée en 2018 qui concerne ce qu'on appelle les plugins web audio. En réalité, si vous faites aujourd'hui de la musique sur votre Mac ou sur votre PC, que vous voulez vous enregistrer, vous n'allez pas manipuler des petits nœuds web audio avec du code, vous allez manipuler des choses qui ressemblent aux images que je vous montre. Ce sont ce qu'on appelle des plugins d'effets ou des plugins d'instruments. Chaque élément que vous voyez est en fait une métaphore d'un élément que vous pouvez acheter, de vrai matériel que vous pouvez acheter en magasin et brancher avec des câbles. Alors, petit historique rapide de la musique assistée par ordinateur, c'est un marché qui en fait a plus de 30 ans et qui est aujourd'hui articulé autour de 4 stations de travail audio numérique, 4 programmes qui permettent d'enregistrer des morceaux, et ces 4 vendeurs en fait font tous des solutions propriétaires. Alors c'est Cubase qui appartient à la société Steinberg, Logic Pro c'est Apple, Ableton Live appartient à Ableton et Pro Tools qui appartient à une société qui s'appelle Avid. Et chacune de ces sociétés a créé un marché, a créé un écosystème où des développeurs indépendants peuvent développer des plugins qui vont être exploités par ces stations de travail. Alors, par exemple, parmi les plugins connus, il y a l'autotune qui permet, si on s'enregistre en chantant mal, de corriger la voix pour la faire chanter juste. Donc voilà. Alors nous, on a voulu faire à peu près la même chose dans le monde web audio. Là, ce que vous avez, c'est les photos de ces 4 stations de travail audio numérique. Vous avez Ableton en haut à gauche, Logic Audio en haut à droite, Cubase en bas à gauche et des plugins pour Pro Tools en bas à droite. Alors certains plugins coûtent une fortune, Autotune ça vaut 500 €. Voilà. Alors en 2018, nous on a fait un format de plugin standard avec des chercheurs, avec des industriels, et on a essayé de l'adapter au web. Alors une première particularité,
c'est que si ma station de travail audio numérique qui permet de m'enregistrer est dans mon navigateur, comment est-ce que je vais installer un plugin? Ben, le plugin, c'est un peu comme une image dans une page HTML. On va lui donner un URL. C'est ce que vous voyez à gauche en rouge, la ligne en rouge. Et donc là, dans l'exemple qui est là, voilà, je viens de cliquer pour l'ouvrir. Vous avez vu que j'ai chargé dans mon navigateur directement un composant de haut niveau à partir de son URL. Je ne sais plus où est l'URL, mais pardon, il est dans le code. Voilà, à partir de son URL, ici. Et automatiquement le code est arrivé, l'interface graphique est arrivée et vous allez voir que je peux le faire marcher normalement. Pourquoi ça marche pas? Vous voyez, j'ai fait un effet d'écho là. Voilà, donc on a développé ce format et évidemment on a développé plusieurs plugins et on a développé des applications hôtes qui permettent de charger ces plugins et de les chaîner. Donc cette fois-ci, au lieu de fabriquer un graphe de très très bas niveau pour faire un filtre, etc., bien là on dit qu'on fait rentrer un synthétiseur entier en haut à gauche dans un autre effet qui va rajouter un effet de chorus, un effet de distorsion, etc. Et donc là on construit un graphe mais avec des boîtes qui sont de très très haut niveau. Et ces boîtes-là viennent du monde entier, il suffit qu'on connaisse leur URI, leur URL en fait, il suffit qu'on le connaisse et on va pouvoir les connecter. Et on est allé plus loin parce que du coup on a trouvé un format qui était agnostique et qui faisait que si des gens avaient écrit des plugins en JavaScript, en C++ compilé ou bien avec des langages spécialisés, il existe des langages spécialisés pour écrire des algorithmes de traitement du son, et bien on allait pouvoir les faire cohabiter. Donc là, je vous montre un exemple. C'est une application que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on appelle un pédalier virtuel pour guitariste. Et ici, je vais pouvoir charger en fait des presets. Donc je prends un preset qui va me donner le son d'ACDC si je branche ma guitare, par exemple. Donc là, alors il y a un petit bug, voilà, ça y est. Donc là, il y a deux simulations d'amplificateurs de guitare à lampe qu'on a développé pendant plusieurs années. Et je vais indiquer que je vais utiliser l'entrée de ma carte son, voilà, c'est fait. Donc c'est l'entrée de cette carte son que j'ai indiquée ici, voilà, vous la voyez, et ma guitare est branchée dessus. Et donc si je gratouille la guitare, normalement, si tout va bien, voilà, si j'active ça, si je fais learn, voilà, vous voyez que ça réagit ici, et si j'allume la guitare, je suis en train de jouer là, voilà, j'étais en train de gratouiller et là j'ai fait un son à la CDC. Voilà, je vais couper. Vous avez entendu le son? Ça va? Oui. D'accord. Donc là c'était une simulation d'un Marshall JCM 800 pour ceux que ça intéresse. On a refait intégralement le circuit électronique de simulateur d'amplificateur de guitare existant. Et ici c'est un Mesa Boogie qui est au-dessus, mais on a rajouté beaucoup plus de possibilités puisqu'on n'a pas à construire du vrai matériel avec des lampes. Et ce sont ces logiciels-là qui sont commercialisés. Là, ces deux-là, plus un troisième qui est ici, voilà, qui simule une guitare acoustique avec une guitare électrique. Alors, je reviens dans la présentation. Donc là, vous avez vu un petit peu l'intérêt des plugins. Hein. Alors, c'est quoi un plugin? En réalité, c'est du code qui va traiter le son. C'est la partie gauche de la boîte des boîtes que je vous montre. C'est une interface graphique et c'est également un moyen de contrôler ces objets avec des pédales, avec des boutons rotatifs ou des choses comme ça. Donc, je sais pas, je vous remontre ici ce qu'on fait. Attendez, je vais partager de nouveau. Je partage cet onglet-là. Je peux cliquer à la souris sur un bouton. Si je fais Learn et que je touche... pardon. Excusez-moi, c'est pas celle-là qui est branchée. C'est celui-là qui est branché, voilà. Donc si je fais Learn et que je touche un bouton rotatif de mon clavier, vous voyez que je contrôle les boutons de mon interface graphique. Donc en fait, on dit qu'on a utilisé le protocole MIDI pour mapper des contrôleurs
directement. Alors on peut mapper différents types de contrôleurs, des boutons poussoirs, des pédales d'effet, etc. Et ça c'est important pour les gens qui font de la scène ou qui veulent simplement une guitare autour du cou, changer des sons ou modifier des paramètres. Alors je reviens dans ma présentation. Voilà, je vais couper mes autres applications. Voilà. Donc je fais un peu le ménage dans mon écran. Ça y est, vous voyez, donc on est revenu. Et là, il y a des difficultés quand même, juste là. C'est-à-dire que quand vous allez faire cohabiter plusieurs plugins écrits par des personnes différentes, avec des techniques différentes, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit dans les noms de variables, dans les noms de classes pour la partie programme, des conflits d'identificateurs dans la partie HTML ou la partie CSS. En fait, il y a des besoins d'encapsulation très forts, et pour ça on utilise un autre standard assez récent du W3C qui s'appelle les Web Components. Maintenant, comment écrire le code qui traite le son si on veut des hautes performances? Eh bien, on a développé aussi des outils pour éviter de tout faire à la main. Donc, programmer en C++, transformer le code, etc., ça demande des chaînes d'outils, des lignes de commande assez complexes. Et donc, et également des outils de debug. Quand on fait du code qui fait du son, on a envie d'avoir des outils visuels pour comprendre ce qui se passe. Comment ça se fait que quand je touche une corde de ma guitare, le son sorte dans mes oreilles, par les haut-parleurs, 30 millisecondes après, alors que ça devrait être instantané? Où est-ce que je perds du temps? Le son craque. Il n'est pas bon, pourquoi, etc. Et donc en fait, c'est compliqué. Également, les développeurs qui ne viennent pas du monde du web, eh bien, ils n'ont pas l'expertise pour faire des interfaces graphiques facilement. Et donc pour tout ça, et en plus des interfaces graphiques contrôlables par le protocole MIDI, à l'aide de boutons extérieurs sur du hardware, c'est compliqué. Comment on fait pour tester, pour assurer la sécurité, pour publier des plugins, les rendre disponibles? Pour tout ça, il faut des outils, et on a développé des outils. Donc on a développé des outils autour d'un langage de programmation spécialisé qui s'appelle FOST, qui est très utilisé par les professionnels du domaine. Des sociétés comme Native Instruments, Propeller Heads qui font le logiciel Reason, Arturia qui est à Toulouse, etc. sont des sociétés qui prototypent en fait toute la partie traitement sonore avec des langages qui simulent les circuits électroniques en fait. Et donc parmi ces langages, il y en a un qui s'appelle FOST qui a été développé par des chercheurs du laboratoire Gram à Lyon et avec lesquels on travaille depuis plusieurs années. Donc on a développé un outil en ligne qui permet de compiler, exécuter, tester des plugins entiers directement, j'allais dire presque sans quitter le navigateur web. Alors, on peut le faire sans quitter le navigateur web. Les seules choses, c'est que parfois on réédite l'interface graphique pour la rendre un peu plus jolie. Donc voilà, ça, ce que vous voyez là, ça tourne dans votre navigateur. Vous pouvez taper du code, l'exécuter, ça génère des interfaces graphiques pour le tester. Et vous pouvez voir sur la droite qu'il y a de nombreux outils. Il y a des audiogrammes, des oscilloscopes, des visualiseurs de fréquences. On peut simuler des tas de choses, changer les fréquences d'échantillonnage à gauche, etc. Alors je vais vous montrer une petite vidéo qui correspond à un tutoriel que j'ai donné lors d'un workshop, lors d'une conférence avant Noël. Vous avez le lien sur la droite. Tout ce que cette vidéo vous montre, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien et en suivant le tutoriel. Ça prend à peu près une demi-heure. Je vous montre la vidéo qui dure 1 minute et quelques. Donc là, on va récupérer du code sur GitHub. On trouve des centaines et des centaines d'exemples sur GitHub de code qui implémentent des effets ou des instruments. Là, j'ai récupéré un code qui vient d'un article publié à la conférence d'AFX en 2016 et qui implémente en fait un effet de phaser très populaire chez les guitaristes. Donc là, j'ai collé le code, j'ai fait run, j'ai déjà une interface graphique. Je peux brancher ma guitare ou utiliser un échantillon audio et je peux le tester. Et enfin, on a intégré un builder d'interface. Donc à l'époque de cette vidéo, il était encore en version préliminaire. J'ai un de mes étudiants là qui est connecté à cette présentation qui est en train de l'améliorer. Et donc sans quitter le navigateur, on peut construire une interface graphique.
changer les types de boutons, le fond d'écran, les couleurs, etc. Donc, pour le moment, on n'a pas encore énormément d'options et on peut juste en cliquant sur un bouton tester le plugin. Et comme le plugin a été déjà publié, eh bien on peut le tester dans l'application que je vous ai montré tout à l'heure. On a un onglet spécial pour les plugins générés. Alors là, on n'a pas encore généré l'imagette qui correspond. Et vous voyez que en temps réel, j'ai pas triché dans la vidéo, hein, on a juste un petit peu accéléré, mais en quelques minutes, vous allez réussir à tester le nouvel effet audio avec un simulateur amplificateur. Vous pouvez brancher votre guitare et ça marche. Voilà, donc et également pour les gens qui développent, s'ils veulent valider en fait leur création, étant donné que les plugins ont des URI, on a développé des outils de test unitaire en ligne, des outils de stress également, et ce sont des outils importants parce que si vous vendez votre plugin à un fabricant de logiciels hôtes, nous on a envoyé nos simulations d'amplificateurs à une société suédoise qui les met à disposition. Ils vont pas les rendre accessibles sans les avoir testés. Et il y a des tests qui sont des tests automatisés, et puis il y a également des tests qu'ils font manuellement pour vérifier que l'ergonomie est correcte, etc. Mais il est important d'avoir des tests. Donc depuis que le projet a démarré, on a développé plus de 70 plugins, on a développé des recréations de vrais matériels et des choses originales. Et on est en train de développer en fait un plugin qui permet lui-même de charger des plugins pour proposer des sons prédéfinis par assemblage de plugins, des sons Pink Floyd, Police, Guns N' Roses, Rolling Stones, etc. Et ça, c'est une chose qui va être vendue également. Voilà, donc voilà à quoi ressemble un outil, l'outil dans lequel vont s'intégrer nos créations. Donc je vais finir avec ça, et il y aura juste un transparent de conclusion. Je vous montre une vidéo de Amped Studio, c'est la station de travail audio numérique qui a acheté les licences, hein. Il y en a 3 aujourd'hui qui existent dans le monde. Donc attendez, j'ai mon timer qui fait bip bip bip, oui, d'accord. Voilà, donc je vous montre une vidéo. Alors juste un petit transparent, quel est l'intérêt de faire ça dans le web? Eh bien les gens peuvent tester les choses directement sur le web. Là ici on a un synthétiseur, on peut tester le synthétiseur réellement. Voilà. Donc en fait les gens vont pouvoir tester les choses avant éventuellement de les acheter, ou de les louer, ou de les rajouter à l'application en ligne. Et puis ça permet aussi des applications collaboratives. Donc là c'est la dernière vidéo, c'est une vidéo d'un projet qu'on a enregistré à distance et à plusieurs avec l'outil Amped Studio, et vous avez les 3 simulations d'amplificateurs de guitare qui ont été commercialisées. Donc là tout est stocké dans le cloud, et on peut travailler à plusieurs en même temps, un peu comme avec Google Doc. Là, vous avez le son non traité. Voilà. Alors je crois qu'il me reste plus que la conclusion, si je ne me suis pas trompé. J'arrive pas à enlever le plein écran, voilà. Donc voilà. Alors est-ce qu'on a un standard pour des plugins aujourd'hui? Presque. Parce que malheureusement, il y a des sociétés privées qui ont commencé à porter leur format propriétaire sur le web. Mais comme c'est fait pour être intégré dans les stations de travail audio numérique dont je vous ai parlé, celle que je viens de vous montrer par exemple, nous a mis en contact avec cette société qui s'appelle Propellerheads, et on est en train de travailler à la version 2 du standard de plugin pour pouvoir intégrer les particularités des uns et des autres, ou en tout cas faire une espèce de couche de convergence. Voilà.
Donc maintenant, on travaille directement avec des professionnels du secteur et pas uniquement avec des chercheurs. Donc là, c'est un petit peu le schéma. Et donc vous avez toutes les technologies possibles en haut de l'écran. Donc JavaScript, Faust, C++, etc. Et on travaille sur la couche Convergence Layer qui est en bas au centre pour pouvoir intégrer tout ça. Conclusion. Eh bien, le paradigme des logiciels hôtes, des stations de travail audio numérique et des plugins qui existent depuis 30 ans dans le monde des applications standards est viable sur le web, on vient de le montrer. Il y a beaucoup de travail en cours, mais comme c'est encore jeune, le standard de plugin date de 2018, eh bien, on a du mal à lutter avec le monde natif qui, lui, a plus de 30 ans, mais ça avance. On a prouvé qu'on pouvait considérer les plugins comme des ressources web, c'est-à-dire des objets ayant un URI, un petit peu comme des images, hein, et qu'on pouvait les intégrer, les faire cohabiter sans conflit, et qu'on pouvait faire des traitements du son à haute performance. Alors on a fait des tests utilisateurs avec des professionnels sur nos simulations d'amplificateurs de guitare. On est arrivé deuxième quand on s'est comparé à un panel de l'état de l'art commercial. Donc c'est juste pour vous dire qu'on arrive à avoir une qualité de traitement de son, de confort qui est comparable. Et bon voilà. Donc c'est le début en fait des applications, j'allais dire, nous on fait aussi beaucoup d'open source mais des applications commerciales. Là vous avez un professionnel qui joue de la guitare, regardez It's running on a Windows 10, Presonus Sound Card, Firefox Stable Edition. Bon voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait la latence n'est pas un problème. Donc j'ai fini, j'arrête de partager mon écran et je suis à vous pour les questions. Merci beaucoup Michel pour cette présentation très, très impressionnante. Donc alors je viens les questions. J'ai pas beaucoup de questions, donc je vais te poser la question que j'ai de Fabien. Bonjour Fabien Campillo. D'accord. Qui demande que reste-t-il de libre dans tous ces développements? Alors, tout est libre en fait, si je veux la vérité. Toutes nos simulations d'amplificateurs qu'on vend sont toutes déjà en open source, mais simplement si tu veux enregistrer dans l'outil Amped Studio que j'ai montré des chansons, eh bien il va falloir que tu aies un compte sur le logiciel Amped Studio, et là tu vas devoir peut-être, alors je sais pas exactement quel va être leur modèle économique, mais tu vas devoir payer par exemple 2 € pour avoir en plus des plugins de base, nos simulations d'amplificateurs de guitare. Mais rien ne t'empêche d'aller sur le web. Tout ce que j'ai montré, c'est libre aujourd'hui, c'est accessible et c'est open source. Donc rien ne t'empêche d'aller les utiliser ou même de contribuer dessus. Pour le moment, on fait de l'open source. Je ne garantis pas que ça soit le modèle qu'on va conserver tout le temps, sincèrement, mais comme on travaille à essayer de faire un standard, alors tout le standard de plugin il est tout open source, tous les repositories sont libres aussi. Hein. Les stations de travail audio numérique, il n'y en a aucune qui est open source, mais c'est pas nous qui les avons faites. Amped Studio, ça a été créé par des chercheurs de l'université d'Oslo. Les autres stations de travail audio numérique, c'est une start-up de Google et c'est des gens de Singapour qui sont aussi issus du monde de la recherche. D'accord. Et alors, quand tu dis que tu vends les applications, donc tu les vends aux professionnels, par exemple pour les écoles, est-ce qu'il y a une version Alors, ok. En fait, tout ce que je vous ai montré, c'est accessible. Je répète, hein. En fait, on a vendu une licence pour une exploitation commerciale à une société qui fait une station de travail audio numérique qui s'appelle Amped Studio et qui permet d'enregistrer des chansons
dans son navigateur et à plusieurs et à distance. Et cette société-là, en fait, elle a passé des contrats avec une société chinoise qui s'appelle NetEase Music, qui est le Spotify chinois, avec 300 millions d'utilisateurs. Les gens qui sont abonnés au Spotify chinois, si tu veux, à NetEase Music, vont avoir accès à cette application gratuitement. Ils vont pouvoir enregistrer des morceaux de musique et les partager en streaming directement, pas en streaming, enfin les partager dans le catalogue du Spotify chinois. Je ne sais pas si la société suédoise va récupérer une partie de l'argent généré par les droits d'auteur ou si c'est les Chinois qui ont pris une participation, mais nous, nos logiciels vont venir en version gratuite disponible avec un seul son par amplificateur. Il y a des petits menus avec des presets et des versions avec tous les sons disponibles. On envisage, parce qu'on n'a pas encore décidé, de les vendre 2 ou 3 euros parce qu'on est plus sur le mode des applications de téléphone que sur le mode des logiciels professionnels. Et donc, pour le moment, on a livré les logiciels. Ils sont en train d'être intégrés et ils vont être mis à disposition du public et on va voir les retours qu'on a. Et quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est la SAT du CNRS qui a signé un contrat de licence. Voilà. Et on a développé les logiciels à deux. Enfin, ceux qui font l'objet de la commercialisation. D'accord. Donc Michel, je propose qu'on passe la parole à tes étudiants s'ils ont des questions. Alors oui, bien entendu. Alors oui, je l'ai dit. Alors, est-il possible à un utilisateur lambda de faire des plugins et de les vendre? Alors la réponse est oui. Alors que tu les fasses à la main en utilisant ce que j'ai présenté ou en utilisant l'outil en ligne qui est complètement open source et qui est libre aussi, tu peux absolument faire tes propres plugins. Après, j'allais dire, c'est à toi d'essayer de les vendre. Alors la société Amped Studio, je parle beaucoup de celle-là parce que c'est celle qu'on connaît le mieux, est en train de convaincre ses concurrents d'adopter le même standard pour avoir de l'interopérabilité. Et ça a l'air bien parti. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses sociétés commerciales du domaine, comme Ableton, qui est un des gros acteurs, comme Propeller Heads, c'est très connu par les gens qui font de la MAO, ils font un logiciel qui s'appelle Reason, qui est extrêmement populaire. Si ces gens-là participent avec nous à la création du standard, il y a des chances qu'ils soient adoptés. Et donc après, c'est à toi, Dorian, soit de vendre, tu mets ton plugin sur ton serveur et tu as un URI, et tu passes un accord pour que ces sociétés-là, qui elles font de l'argent, hein, te rémunèrent derrière. Moi, je te mets en contact, si tu veux, avec les gens de Amped Studio. Ils ont un magasin en ligne, ils ont des accords type pour les développeurs tiers. L'accord type, c'est 50% de l'argent qui rentre est pour toi, si c'est en Europe, et c'est 30% seulement si c'est en Chine. Ça, c'est l'accord qui a été passé avec le CNRS. Oui, alors Michel, j'ai une nouvelle question de Fabien Campillo, oui. Que je ne comprends pas, mais j'espère que toi tu vas comprendre. Est-ce que tu sais aussi proposer des outils comme Digitech Trio Plus? Alors Digitech Trio Plus, ce sont des pédales, si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. C'est une pédale d'effet pour guitariste qu'on peut brancher et qui te génère un accompagnement basse-batterie. Est-ce que c'est bien ça? Je sais pas, Fabien? Tu me dis oui sur le chat? Je veux pas te dire là. Bon, je pense que... Alors, non, écoute, je pense que c'est ça. Oui, donc, oui. Il pense, en fait, tu sais, imagine que je branche ma guitare et que je joue, je suis tout seul. Et alors, je peux mettre une basse et une batterie pour avoir un accompagnement. Mais l'accompagnement, c'est à moi de le suivre. C'est pas lui qui va s'adapter à ce que je fais. Et cette pédale, si c'est celle que je crois, c'est des pédales qui vont écouter ce que tu joues et qui vont détecter le tempo et qui vont détecter le style, plus ou moins. Alors il y a des petits boutons et qui vont essayer de te faire par exemple une basse pour t'accompagner sur un blues, tu vois, ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est possible? La réponse est oui, parce que je pense que absolument tout ce qui existe dans le monde natif est possible. Est-ce que nous on l'a fait? La réponse est non. Nous, ce qu'on a fait en IA, si tu veux, entre guillemets, c'est plus en ce moment on travaille sur la détection automatique des timbres de guitare. En gros, la classification du son
que tu as sur les morceaux et on génère derrière, en fait, on a une trentaine de presets dans nos outils. On va ouvrir l'outil avec la classification correspondante. C'est-à-dire que si tu prends Lagrange de ZZ Top, ça va te dire pendant les 15 premières secondes, il y a un son clair. Après, il y a un son de distorsion type 1. Ben, si tu ouvres la page web avec l'outil multi-effet, tu vas avoir les sons qui sont pré-câblés. Voilà en gros ce qu'on fait. Après, on a un autre projet de recherche qui s'il est financé, va travailler sur le morphing du son. J'ai envie de mélanger ma guitare électrique avec une voix. D'accord ? J'ai envie de mélanger un son ethnique du début du XXe siècle, algérien, kabyle, avec une guitare métal. Et là, on a envie de créer des instruments qui vont permettre de faire ce genre de choses, en mélangeant les aspects culturels de la base de données les aspects sonores. Ok. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Je jette un œil sur le chat. Oui, alors Fabien me confirme que oui, c'est de bien ça qu'il s'agissait. Il dit c'est un outil très fermé et encore très limité, ça mérite d'être plus ouvert. Tu parles de quoi ? De la pédale ou de ce qu'on fait nous ? Alors, je parle de la pédale, je sais pas. C'est le problème du chat. Nous, on a beaucoup publié, hein, en fait, on a des repositories sur GitHub, etc. Donc nous, on n'est pas fermé. J'avoue que le dernier truc que j'ai montré, c'est-à-dire, je vais repartager mon écran là, cette chose-là, voilà, cette chose-là, ici, attendez, je suis en train de présenter, voilà, cet outil-là, c'est pas garanti qu'il soit open source. Voilà. Mais par contre, pourquoi on l'a développé ? Parce que la plupart des plugins qui sont à l'intérieur, eux, sont issus de projets open source, donc parfois nous ne sommes pas l'auteur. Et donc en fait, c'est comme si on chargeait un plugin et il y a beaucoup de licences qui autorisent en fait l'utilisation de logiciels open source à l'intérieur d'un logiciel hot sous forme de plugin. Donc, parce qu'en fait, on n'a pas écrit tout ça. Il y a certains trucs qu'on a, c'est nous qui les avons, fait apparaître. On a fait l'interface graphique, on a recompilé le truc, on l'a adapté. Mais on est parti de licences existantes. Et donc, comme on veut pas violer les licences, bien on a fait un plugin qui charge des plugins. Et donc, ce plugin-là, s'il vient avec des presets et qui seront la valeur ajoutée, c'est comment je vais mélanger tous ces trucs-là pour faire en sorte que les gens soient prêts à payer. Peut-être que la partie, la coque, le plugin qui charge le reste et les presets, ça sera pas libre. Mais en général, toutes nos technos sont libres. D'accord. Bon, ben voilà, j'ai pas d'autres questions. Fabien te remercie pour la réponse. Et du côté, il y a une autre question de Dorian. Il y a encore une question. Est-il possible de brancher plusieurs instruments musicaux en même temps et de les gérer individuellement ? Alors la réponse est oui. Je reviens encore une fois sur le partage d'écran parce que je vais te montrer quelque chose. Voilà. Alors là j'ai une carte son qui a 2 entrées. Eh bien j'ai mes 2 entrées ici. Donc je peux brancher ici déjà dans cet exemple là. Je peux brancher par exemple la guitare branchée sur l'entrée numéro 1. Je peux la brancher dans cet amplificateur et la guitare branchée sur l'entrée numéro 2 sur celui-là. Si j'ai une carte son qui a plus que 2 entrées, oui, c'est gérable. Si j'ai une carte son qui a plus que une sortie stéréo ou une sortie 5.1, c'est encore un problème. C'est une issue, c'est un bug qui a été... c'est même pas un bug, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse dans le standard Web Audio 2.0 sur lequel le groupe de travail est actuellement. On se heurte au fait qu'on s'appuie sur des API du navigateur qui viennent plutôt du monde du multimédia. Et pour eux, les sorties, c'est 2.1, 3.1, 5.1, 7.1. C'est pas des sorties avec une carte son qui a 16 sorties, par exemple. On sait pas faire ça. Les entrées, on y arrive. Les sorties, on est un peu limité par rapport à ce qui existe dans les logiciels pro. Ok.
Bon, je pense qu'on va arrêter là, puisqu'il est quand même 2h05, donc on a démarré avec 5 minutes de retard. Bon. Et donc, merci beaucoup, Michel, et merci à tous les auditeurs. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo en ligne, normalement. On vous indiquera l'adresse. Si vous cherchez mon nom sur HAL, il y a aussi toutes les publications. Si vous êtes curieux de savoir comment on simule un amplificateur de guitare à lampe, il y a des publications aussi. Voilà. Au revoir tout le monde.